Bonsoir mesdames, nous allons commencer. Judith, bonsoir. Bonsoir. Cécile, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Et Simra, bonsoir. Bonsoir. Alors je vous invite à ouvrir vos caméras, comme ça on pourra vraiment avoir un lien plus direct avec vous. Nous sommes ravis de vous retrouver ce soir. Bonsoir à celles qui nous verront en replay. Ce soir, nous vous proposons de répondre à une question qui est liée à la maternité. Si vous êtes là ce soir, c'est que vous venez d'accoucher ou il y a peu de temps que vous avez accouché ou alors vous devez accoucher, vous êtes enceinte. Donc, vous êtes arrivé au bon endroit. La naissance d'un bébé, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, c'est quelque chose de merveilleux. On peut qualifier ça vraiment d'une grande aventure, qu'il n'y a pas d'autre mot pour décrire cet événement, mettre au monde un enfant. C'est vraiment le mettre au monde. On est le kéli, l'ustensile qui va faire qu'on est les créateurs, les associés du créateur. Et ça n'est pas rien, c'est grand. Donc, c'est une chose merveilleuse. Mais avec ça, il y a également de nombreux défis qui vont être entraînés par cet accouchement. D'abord, cette grossesse, l'accouchement pour la nouvelle maman qui va vivre des choses incroyables, extraordinaires, c'est vraiment le cas de le dire. Et cette période qui s'appelle le postpartum, après accouchement, c'est une période qui est relativement complexe quand même, quand on regarde d'un peu plus près. Car en effet, il va y avoir la routine familiale qui va s'arrêter. Il va y avoir une certaine perte de repères. Et le bébé qui est tout petit va prendre beaucoup de place. Il va avoir beaucoup de besoins. Il va avoir besoin d'énormément d'attention. Et puis, il va y avoir aussi les frères et sœurs aînés dont on va s'occuper, qui sont là, qui ont aussi leurs émotions, qui ont besoin d'être gérées. Il y a le corps, l'esprit de la femme, qui ont également des besoins, le besoin de temps pour récupérer. La vie de couple change, les liens familiaux aussi. Il y a tout qui est en mouvement. Il y a toute une nouvelle dynamique qui va devoir prendre le temps de se mettre en place. Et parfois, en tant que maman, on peut se sentir un petit peu isolée, un petit peu seule, et quand même beaucoup sous pression au sein de la famille. Donc voilà, en introduction, bienvenue dans l'attente des mamans que nous avons créée avec Simra, Cécile et Judith. Et on va parler, on va se présenter d'abord l'une après l'autre. Pour ma part, je suis Ruth Benkemoun. Je suis maman de 5 enfants. Je vais être grand-mère pour la 5e fois très bientôt. Et quand nous sommes montés en Eretz Israël, il y a 20 ans de ça, j'étais enceinte de mon 4e enfant. Donc, c'est tout un parcours ici que j'ai eu, que je suis, et qui m'a amenée à cette vocation depuis plus de 20 ans, ma vocation qui est d'accompagner les mamans à vivre leur maternité comme une opportunité d'accomplissement, d'épanouissement, et ceci en les aidant à gérer les bouleversements physiques, émotionnels, hormonaux que chacune de vous rencontrez dans chaque étape de votre vie. Voilà. Pour ma part, au niveau professionnel, j'ai 15 ans, même plus de 15 ans d'expérience en tant que doula. Et je me suis spécialisée dans 2 domaines. Le premier, c'est la préparation conventionnelle et spirituelle, émotionnelle à l'accouchement, ce qui permet d'avoir un accouchement beaucoup plus serein. Et ma deuxième spécialité, ça va être le suivi après l'accouchement en thérapie émotionnelle, pour pouvoir aider la maman à digérer, à comprendre, à appréhender ce qui s'est passé justement dans cette période de grossesse, d'accouchement. Et ça permet d'avoir à
à ce que la femme puisse avoir accès à toutes les forces insoupçonnées qu'elle a en elle, qui se trouvent en elle. Donc, ça va être une certaine aventure, une certaine découverte qui va permettre vraiment de se propulser en tant que femme juive dans cette mission qui nous a été demandée et qu'on fait avec tant de cœur et tant d'amour. Alors, pour cela, j'utilise des outils qui sont simples, efficaces, en psychologie juive, comme par exemple les constellations familiales. Voilà, c'est ainsi que j'accompagne donc les mamans, les femmes à se libérer de certaines problématiques et des difficultés qui peuvent être liées également à leur histoire familiale et personnelle, qui ont pu avoir lieu dans le passé, voire dans la tendre enfance. Donc ça va permettre aux femmes de se faire ou de refaire, de gérer ce qui va faire surface ou refaire surface à des moments charnières de votre vie, comme la maternité. Voilà. Je laisse la parole à Judith qui va se présenter. Merci Ruth, Claudia. Alors, enchantée. Merci à toutes d'être là. Je suis Judith Lévy. J'ai 3 enfants. Baruch Hashem, 25 ans en Israël. Je suis conseillère parentale pour la petite enfance. J'ai une licence de psychologie et une maîtrise spécialisée dans les enfants de 0 à 6 ans. Donc, je travaille avec des enfants de 0 à 6 ans et leurs parents dans différents domaines, que ce soit des difficultés autour du sommeil, de la nutrition, des problèmes de propreté, des problèmes émotionnels, des problèmes d'hyperactivité et tant d'autres. Je suis aussi spécialiste dans la thérapie DIAD, qui est la thérapie parent-enfant, dans laquelle toute la thérapie se fait avec le parent. L'enfant et le parent font ensemble leur thérapie pour pouvoir vraiment aider l'enfant à surmonter ses difficultés. Mon but, c'est vraiment d'aider l'enfant à s'épanouir et à surmonter ses difficultés, mais surtout donner aux parents la confiance et les outils pour réussir eux-mêmes à être la source d'aide que leur enfant a besoin. Voilà, à toi Cécile. Bonjour les filles, bonsoir plutôt. Alors je me présente, je suis Cécile Abergel. Je suis psychothérapeute holistique et je me spécialise dans le renforcement des liens de jeu. Voilà, alors j'apprends beaucoup au sein de mes études, j'ai appris beaucoup au sein de mes études, j'apprends beaucoup de mes patients, mais j'ai jamais autant appris que par mes enfants. J'en ai 7 et 20 ans d'expérience de montagne russe maternelle. Et avec le temps, voilà, c'est ça que j'aimerais vous transmettre. Savoir qu'il y a des solutions, savoir que parfois il n'y a pas de solution, on va en parler, et qu'il peut y avoir de la sérénité quand même à l'intérieur, dans le couple. Et voilà, j'espère qu'on va passer une bonne soirée tout ensemble. Simra, je te passe la parole. Merci. Merci Cécile. Alors moi, je suis Simra Maurice, je suis diététicienne nutritionniste. J'accompagne les femmes à retrouver leur poids idéal et la ligne après la grossesse. Donc, je travaille avec des femmes qui veulent perdre du poids, mais aussi donc, des femmes après accouchement et des femmes enceintes donc, pendant la grossesse. Pour avoir une bonne nutrition, pour perdre du poids pendant la grossesse. Je travaille avec des programmes entièrement personnalisés, c'est du 100% sur mesure, et on travaille à la fois la nutrition, l'alimentation, mais aussi tout ce qui est le mental, l'alimentation émotionnelle, la relation à la nourriture, la motivation et l'organisation des repas, parce que donc il y a aussi le côté pratique de l'organisation des repas, autant avoir des idées que de la préparation rapide des repas. Donc voilà, je suis ravie d'être avec vous ce soir. Merci beaucoup Simra. Donc la question, le sujet de notre atelier ce soir que nous allons partager ensemble, c'est comment vivre votre période postpartum, votre congé maternité de manière épanouie. C'est le but. Il y a des défis, on l'a compris, mais on fait comment? On est quand même là pour vous donner des outils, des idées, une prise de conscience qui va vous accompagner
pour pouvoir vous propulser en avant. Donc, vous l'avez compris, nous sommes 4 mamans, 4 professionnels. Ce qui nous unit ce soir, c'est votre accouchement, votre bébé, votre couple, votre vie de famille, votre alimentation. Et c'est notre expérience dans nos 4 différents domaines d'activité que l'on va mettre à votre service ce soir. Voilà, donc l'atelier va durer à peu près 1 heure. Chacune de nous va répondre à tour de rôle à cette question avec son prisme à elle, sa façon de voir les choses, avec donc nos 4 personnalités et nos 4 expertises différentes. Si vous voulez bien, branchez vos caméras, c'est sympa, comme ça on vous voit, on sentira le lien beaucoup plus étroit. Et si vous avez des questions, vous pouvez les noter. À un moment de l'atelier, au milieu d'atelier, vous pourrez poser vos questions, on essaiera d'y répondre au mieux. Voilà, donc pour ma part, je suis la partie qui va s'occuper, étant donné que je suis doula depuis quelques années, c'est l'accouchement. Avant l'accouchement, on est d'accord, il y a la grossesse. Mais la grossesse, ce n'est pas une fin en soi, comme vous l'aurez remarqué. Quoique, quand on est enceinte, on pense que, bon, ben voilà, c'est sympa, on est enceinte, on l'a voulu depuis longtemps. Pour certaines d'entre vous, vous l'avez attendu très longtemps. Et puis, après la grossesse, il va y avoir l'arrivée du nouveau bébé, l'accouchement, en tant que tel, l'événement qui dure quelques heures dans la vie d'une femme, mais qui peut également prendre des proportions énormes, voire sur des dizaines et des dizaines d'années, quand ça n'a pas forcément été traité, parlé, appréhendé, accepté. D'accord? Donc ça, c'est un premier point qui est important de prendre en compte. Mais avant ça, il y a la période d'avant l'accouchement, qui comporte son lot également de craintes, de doutes, de tensions, d'anxiété, et j'en passe. Je n'ai pas besoin de vous donner des exemples, vous l'avez vécu en vrai, en live. Et ce soir, ce que je vous propose, c'est la première des choses, à mon sens, qui est essentielle, et je commence par ça, c'est de prendre de la hauteur, de prendre de la distance par rapport à cette période-là de grossesse, d'accouchement. Mais comment on peut faire ça quand on est en plein dedans, en plein dans certaines douleurs, certaines choses qui ne sont pas très agréables à vivre, malgré qu'on sache qu'il va y avoir une naissance, un bébé. Ou quand le bébé est déjà là, c'est quand même quelque chose de magnifique et il est toute notre vie. On donnerait vraiment notre vie pour lui et on donne toute notre attention et notre amour. Maintenant, ok, prendre la distance, on va faire comment? Une chose qui aide énormément, c'est de prendre le mot accouchement, qu'on va traduire en hébreu par qui se dit en hébreu Leïda. Leïda s'écrit Lamed Yud Daled He. Et ça, quand on l'écrit, on peut le traduire par Leyad Hashem. D'accord? Leyad Hashem, c'est être près de Dieu. C'est le moment ultime de la vie d'une femme où on va pouvoir sentir la proximité d'Hachem près de nous à ce moment-là, dans la joie, en tout cas. C'est très intense, c'est très grand. Et quand on arrive à prendre cette proportion-là, de se dire « Waouh, je suis l'associé d'Akadosh Baruch Hu ». Et grâce à lui, bien sûr, mon mari, on est les 3 associés, le mari, la femme, Hachem, en haut de la pyramide. Grâce à lui, un nouvel être humain va être mis dans ce monde. Déjà, tout le reste va découler que ça va être un petit peu plus, je dirais pas facile, mais compréhensible, acceptable. D'accord? Bien sûr, dans tout ce lot, il y a la joie de mettre cet enfant au monde, mais avant, ça demande de la réflexion, ça demande de la préparation, ça demande une introspection, ça demande vraiment d'être au service de notre Créateur pour, à notre tour, pouvoir être associé à la création. D'accord? Donc là, c'est vraiment mettre certaines choses en place, qui est, à mon sens, très, très important à préciser. Et quand je parle de Leïda, Leyad Hashem, l'accouchement en soi, c'est un miracle. Et la rencontre avec Hashem est quelque chose d'assez fort. Et d'ailleurs, nos sages nous enseignent que dans les 40 premiers jours après l'accouchement, la maman a un statut spécial, notamment au niveau de la halakha. Et si elle a ce statut spécial, ce n'est pas pour rien.
Donc, si on a été prise en compte, en considération à ce point-là, à nous aussi, à notre tour, de prendre en compte ce qu'on ressent, de légitimiser ce qu'on vit, nos émotions, nos douleurs, nos craintes, ne pas les étouffer, ne pas se renfermer sur soi-même, s'isoler quelque part et se dire de toutes les manières, je ne me comprends pas, je ne vois pas comment mon mari peut me comprendre et comment ma famille peut comprendre. Et puis de toutes les manières, quand j'essaye de m'expliquer, de dire quels sont mes besoins, non, ils sont dans leur joie, ils sont dans leur... eux aussi dans cette dynamique de mise en place de cette nouvelle famille. Et je n'ai pas forcément l'écoute dont j'ai besoin. Donc, il y a une certaine solitude comme ça qui se met en place. Et puis, plus on s'enfonce dedans, moins on se comprend et moins on a la force d'expliquer ce que l'on ressent. Maintenant, ça, c'est aujourd'hui ce qui se passe en fonction de l'expérience des thérapies que j'accompagne, des femmes que j'accompagne. C'est à peu près plus ou moins le tableau que je rencontre. Maintenant, si on faisait marche arrière un petit peu, il y a quelques centaines d'années, voire beaucoup plus loin dans le passé, les femmes avaient un lieu de rencontre et de partage qui était spécifique à ça. Cet endroit-là s'appelait la tente rouge. Dans cette tente, qu'est-ce qui se passait? Les femmes s'isolaient à des moments, au moment de leurs règles, leur menstruation, et aussi à des moments, à de grands événements au niveau de leur féminité, comme la puberté, le mariage, les grossesses, l'accouchement et même la ménopause. Et donc, les femmes entre elles, à des âges complètement différents, se retrouvaient, se parlaient. Et la femme ménopausée allait accompagner la maman qui allait accoucher. La maman qui était enceinte allait accompagner la jeune fille qui était en pleine puberté. Il y avait une chaîne comme ça, des générations qui se suivaient et qui s'accompagnaient. À l'époque également, les familles vivaient beaucoup plus ensemble, dans le même village ou à quelques kilomètres de là. De nos jours, c'est différent. On le voit, on est en Zoom actuellement. Il y a des femmes, il y a une dame de New York en principe qui est connectée, une autre d'Angleterre. Mais aussi au niveau de notre famille, on est un peu éparpillé jusqu'à ce que tout le monde puisse revenir sur notre terre. Pour l'instant, on peut avoir nos parents en France et donc il y a un certain isolement qui va se créer, un languissement. Et ça manque. Ça manque. C'est pour ça qu'on a voulu recréer, comme la tente rouge, on a voulu créer un espace qu'on a. Tu peux vite m'apporter. Non, tu peux vite m'apporter un des omniums. Réouvre ton micro, Ruth. Excusez-nous. Il y a quelqu'un qui a ouvert son micro, ça nous a dérangé. Judith, tu nous as coupé le micro. C'est bon, on continue. Merci beaucoup. À la technique, nous avons Judith. Merci. Donc, ça, c'était avant. Aujourd'hui, comme je vous le disais, on a créé cet espace qui s'appelle la tente des mamans. La tente, oui, on attend, mais aussi c'est une tente, c'est un lieu où il va y avoir de l'écoute bienveillante. Et c'est, à mon sens, quelque chose de très important qui va réguler au niveau hormonal tout ce qui se passe après l'accouchement. Car il y a un besoin qui est évident et très puissant chez la femme de pouvoir partager, de pouvoir parler, se sentir écoutée sans être jugée et de pouvoir à son tour également aider la personne, les autres femmes qui sont comme ça dans le même cas qu'elle-même. Donc, ce passage entre la femme qui est enceinte, la femme qui accouche, va être un passage qui peut être qualifié d'assez traumatisant dans la mesure où c'est un grand changement. Et chez l'être humain, tout changement peut vraiment bouleverser
toutes les croyances qu'on peut avoir, mais également peut faire en sorte que certaines choses de notre passé vont refaire surface. Et on pense que ce n'est pas forcément le moment, alors qu'on est assez occupé au niveau de tout ce qui est changement hormonal, de s'occuper du nouveau bébé, mais c'est juste à ce moment-là que vont apparaître certaines difficultés, certaines problématiques de notre vie qui étaient sous le tapis, qu'on a mis sous le tapis, en se disant on attendra, on s'en occupera quand ça fera vraiment mal. Mais à ce moment-là, paf, peut éclater des difficultés, des choses qui vont refaire surface. Et c'est justement l'occasion de s'en occuper. Comme ça, d'une certaine façon, on va pouvoir transmettre à nos enfants le meilleur que l'on a de nous-mêmes en s'occupant de mettre de l'ordre dans ce que l'on a pu vécu, dans ce que l'on a pu vivre dans notre passé, dans notre enfance. On a tous une histoire familiale, une histoire personnelle, une façon dont on a de voir les choses qui nous perturbe un petit peu. Donc, je vous encourage vivement à ce moment-là de ne pas attendre trop longtemps, de se dire, bon, ben, après, quand le bébé grandira, ça ira mieux, quand je ferai mes nuits. Non, c'est justement le moment d'en parler, de se confier. Et si nécessaire, d'en faire part à une professionnelle pour s'en occuper. Donc, on a parlé du besoin de s'exprimer, d'exprimer le vécu qu'on a eu de notre accouchement. On a parlé du choc qui est entre le passage de la femme enceinte à la femme qui vient d'accoucher. Il y a également une troisième notion qui est importante à prendre en compte, c'est retrouver ses repères au niveau du nouveau schéma familial, et ça c'est une de mes spécialités, c'est chacun a besoin de trouver, c'est même pas de retrouver, c'est de trouver sa place depuis l'arrivée de ce bébé. Parce que en fait, la place va déterminer du rôle. Quand le papa a sa place, alors le papa va jouer son rôle de papa. Quand la belle-mère a sa place, et il faut lui donner sa place, et je suis belle-mère moi-même, et je comprends vraiment la notion de cette chose-là qui est importante. Quand on me donne, de toutes les manières, ma place, je l'ai, mais quand en plus on respecte cette place-là, alors du coup, je vais pouvoir jouer mon rôle en tant que belle-mère ou en tant que mère. Maintenant, c'est vrai qu'il peut y avoir des attentes. Et quand il y a des attentes, eh bien, il peut y avoir de la déception, parce que nos attentes ne vont pas forcément coller avec la réalité. Donc, vivre sans attente, je ne sais pas si c'est possible, mais en tout cas, vivre avec la conscience de la place de chacun, c'est déjà bien parce que du coup, je vis en conscience avec ma propre place à moi. Quelles sont mes priorités ? Quelle va être ma relation avec chacun ? Quelle est la place, par exemple, il y a énormément de problèmes par rapport à ça au niveau de la famille, de moi par rapport à ma belle famille, moi par rapport à mon mari ou par rapport à ma maman, avec qui je n'ai pas forcément réglé tous les petits conflits, tous les non-dits et toutes les rancœurs. Donc, c'est une occasion de mettre les choses à plat et de prendre du recul, encore une fois, c'est important, de prendre conseil avec son mari en premier lieu, en parler avec lui. Et s'il y a des petits nœuds qui se créent et qu'on n'arrive pas trop à les délier tout seul, tout simplement en parler, s'exprimer. Et ça apaise déjà énormément parce que ça aide à prendre du recul par rapport à tout ça. Donc, retrouver de nouveaux repères dans la famille, prendre sa place à son retour à la maison, ce qui n'est pas évident, arriver à gérer les aînés, le nouveau bébé, la maison à faire tourner, le repassage, le ménage, le repas. Évidemment, c'est très important de s'organiser d'avance à demander de l'aide, voir d'abord précisément de quoi on a besoin. Et parmi tout ça, il y a une chose dont on a besoin qui est essentielle et que personne ne peut faire à notre place, c'est nous reposer. Nous reposer, pourquoi ? Prendre soin de nous, pourquoi ? Parce que on ne peut donner que ce que l'on a. Donc,
oui, penser à se reposer, à s'organiser aussi. Ça va faire partie de la gestion des émotions, de la gestion de tout ce qui est concrètement la vie de la maison qu'il faut faire tourner, mais également prendre ce temps, prendre ce recul pour soi-même, pour passer du temps, même au tout début, simplement avec son conjoint. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est deux pièces du puzzle, mari et femme, et on se complète. On est différents, mais il y a une complémentarité. Donc, je vais finir sur cette petite chose. Prenez bien conscience que vous êtes une entité. Si vous êtes aligné à vous-même, si vous arrivez à prendre ne serait-ce que 5 minutes le matin, 5 minutes le soir, pour respirer, vous poser, voir quels sont vos besoins essentiels du moment, quelle est votre priorité, et ensuite donner cette place au niveau du couple. Cécile en parlera bien mieux que moi dans quelques instants. Tout ça va faire qu'il va y avoir unité, il va y avoir union, il va y avoir shlemut, ou derrière shel shlemut, une progression vers quelque chose qui va vers la complémentarité, shlemut, shalom, shalom, la paix par rapport à soi-même, la paix dans le couple, la paix dans la maison avec une bonne ambiance. Et bien sûr, j'ai parlé du sommeil, du repos, mais il va y avoir également ce lien dont Judith va parler, le lien avec l'enfant, et chose tellement essentielle, dormir et manger. Manger comme il faut, quand il faut, et ça c'est Simra qui nous montrera le chemin à suivre. Je te laisse la parole, Judith. Merci beaucoup, Toda Rabba. Alors, on va faire comme ça, une seconde. Comme ça, on me voit bien. Ok. Merci, Ruth, Toda. Ça a été passionnant. J'adore t'écouter. On va parler en fait, de notre relation en fait, avec notre bébé quand il arrive au monde. Et on va commencer dès le début, à la naissance. La naissance, c'est un tremblement de terre, le plus grand changement que la femme a dans sa vie. Après l'accouchement, tout ce qu'on savait sur nous-mêmes ou même sur le monde, il y a tout qui change. Notre corps va changer, nos sentiments vont changer, notre cerveau change, notre famille change. Il y a un nouveau bébé. Et tout l'équilibre qu'on avait dans notre environnement change. Et c'est là où cette période postpartum qui peut être magique est aussi pleine de challenges ou de balagan, comme on dit en hébreu, de désordre. On peut être confus, ça peut être un peu même chaotique par moments. Et j'aimerais qu'on essaie de penser ensemble qu'est-ce qui se passe dans ces mois-là après l'accouchement. Quelles sont nos priorités par rapport à notre bébé? Qu'est-ce qui est le plus important que nous, en tant que maman, on apporte à notre bébé dans les premiers mois ou dans la première année de sa vie? Alors, on va essayer de penser à un bébé qui arrive au monde, qui est en fait à 100% dépendant de ses parents pour survivre. À part respirer ou faire ses besoins, il ne sait rien faire tout seul. Il a besoin d'être nourri, changé pour la propreté. Il a besoin de nous pour s'endormir. Des fois, il a besoin d'aide. Il a besoin d'attention, d'affection, d'amour, de notre présence. Donc, en fait, c'est un être humain qui arrive au monde, mais il est à 100% dépendant de ses parents. Et tout est nouveau pour lui. Le monde est nouveau. Ses parents sont nouveaux pour lui, sa famille, l'environnement dans lequel il se trouve. Il a besoin de tout découvrir et c'est là où il a besoin de notre aide. Et comment un enfant, un bébé, demande quand il a besoin de quoi que ce soit? En pleurant. C'est comme ça. Le pleur est la façon de communiquer la plus naturelle et la première façon, le moyen de communication que l'être humain apprend, c'est les pleurs. Après, il y aura le contact physique et après, l'enfant apprend à parler. Mais tout d'abord, la première chose qu'il sait faire, c'est pleurer pour demander quoi que ce soit un câlin ou qu'on le change ou qu'on lui donne à manger. Et il va pleurer 1 fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois. Et nous, on va être là. Et ce pleur-là, pour nous, en tant que maman, peut être
stressant. Même si on sait que c'est naturel et même si on sait qu'il pleure parce qu'il a besoin de quelque chose, pas parce qu'il est en train de souffrir ou quelque chose comme ça, mais il a besoin de nous et ça nous stresse, ça nous pèse, ces pleurs. C'est quelque chose qui parfois nous déstabilise. Pour celles d'entre vous qui ont déjà accouché, j'imagine que vous avez eu des moments, comme toutes les mamans, où vous étiez avec votre bébé et qu'il a pleuré 1 minute, 2 minutes, 10 minutes, une demi-heure, et ça devient 1 heure, et ça devient long et dur, et on ne sait plus. On a tout essayé. Il a faim, il a soif, il est fatigué, il faut le changer. Il veut un câlin, il veut être dans les bras, il veut être dans son lit, dans sa poussette. Ça devient, waouh, une grosse, grosse pression qui est sur nous 24 heures sur 24 à cause de ces pleurs qui ne sont pas spécialement très agréables pour nous en tant que parents. Et ce n'est pas pour rien que les pleurs ne sont pas agréables pour nous, parce que imaginez-vous que les pleurs étaient agréables, un bébé aurait faim, il aurait pleuré, et ça ne nous aurait pas fait grand-chose, donc on ne se serait pas forcément levé le nourrir, et là les enfants, les bébés ne peuvent pas survivre. Donc ce n'est pas pour rien que ça nous touche tellement le pleur, que ça nous fait tellement envie d'aider l'enfant et de le réconforter, lui donner ce qu'il a besoin, répondre à ses besoins. Mais pendant mes études de psychologie, ça m'a passionnée pourquoi la communication se fait à travers le pleur et pourquoi c'est tellement important de répondre à tous ces pleurs et d'être tellement présent pendant que notre enfant, notre bébé pleure. Et j'ai vu qu'en fait, les pleurs ont un autre rôle. Ils ne sont pas là que pour nous signaler que notre bébé a faim ou a soif ou a froid ou a envie d'un câlin. En fait, les pleurs sont le premier pas dans la vie du bébé qui fait pour créer une relation avec ses parents. Et je vais expliquer. Un bébé qui arrive au monde, la première chose qu'il fait, c'est pleurer. C'est magnifique quand même. Et c'est là où on sait, waouh, il est sorti, il est là. Bienvenue au monde, chéri. Et il pleure. Et il y a tout de suite papa ou maman qui vont le prendre dans les bras. Et c'est à cette seconde-là qu'il y a un système biologique dans le cerveau du bébé et dans le cerveau de la maman et du papa qui vont être activés. Et ces systèmes-là vont commencer à créer des liens et à rechercher à fonder un bon lien et une bonne relation entre le bébé et ses parents. Essentiellement au début avec sa maman, c'est pour des raisons de biologie, mais aussi de présence. La majorité des mamans sont à la maison avec leur bébé juste après l'accouchement. Et ce petit pleur-là que le bébé pousse à sa naissance, c'est le premier pas dans sa vie qu'il fait vers nous en tant que parents et nous vers lui, et ce lien-là se crée. Donc, si on parle des priorités qu'on a dans les premiers mois, dans la première année de la vie de notre bébé, eh ben, c'est effectivement de construire une bonne relation avec notre bébé. Une relation de confiance dans laquelle on est présent, dans laquelle on est là régulièrement avec beaucoup de sensibilité à ses besoins pour répondre à tout ce qu'il a besoin, à ne pas avoir peur d'avoir un bébé trop gâté parce qu'on l'a trop pris dans les bras. Ça n'existe pas tout ça, les bébés, il n'y a jamais trop. S'il a besoin, on est là. Et à travers le fait que je m'occupe de mon enfant, même si c'est technique, même si je le change, je le douche, je l'aide à s'endormir, ma présence à moi en tant que maman et le fait qu'on est ensemble, je l'aide à avancer dans ce lien qu'on est en train de créer entre nous. Et même, comme toutes les mamans, ça arrive que des fois, le bébé va pleurer et on ne va pas comprendre. Et on ne va pas comprendre ni après 1 minute, ni après 2 minutes, et ni après 1 heure. On ne va pas savoir pourquoi il a pleuré. Et même ça, notre présence à côté de lui, même si on ne l'a pas compris et on n'a pas su exactement comment répondre à son besoin, ça a énormément d'importance pour la relation qu'on construit avec notre enfant parce que c'est une relation de confiance. On est là avec lui quand c'est difficile. Même si ce n'est pas évident pour nous en tant que maman d'entendre ses pleurs, il y a une énorme confiance qu'on apporte à notre enfant quand on est présent à côté de lui, même si on n'a pas toutes les solutions. Et ça, c'est à tout âge, mais surtout quand ils sont bébés. Donc, si cette construction de relation est notre but, il y a une raison. C'est parce que la relation qu'on va construire avec notre bébé dans la première année de sa vie va être sa base du développement émotionnel qu'il va avoir et surtout la base des autres relations
qu'il va avoir quand il va grandir dans l'avenir. Donc avec ses amis, avec ses frères et sœurs, avec ses profs, avec ses grands-parents, avec son conjoint quand il sera plus grand. Donc cette relation-là, elle a beaucoup, beaucoup d'influence pour tout son avenir au niveau émotionnel et relationnel dans le monde. Mais comment réussir à faire cette merveilleuse chose qui s'appelle construire une bonne relation avec notre enfant quand on est épuisé, quand on est fatigué, quand on vient d'accoucher? Est-ce qu'il y a une clé magique? Est-ce qu'il existe un grand secret? Alors, moi, personnellement, je n'aime pas les clés magiques. J'adore les choses qui sont plus réelles et accessibles. Et je me rejoins à ce qu'a dit Ruth, de prendre soin de nous-mêmes. Et ça ne vient pas d'un côté égoïste. Ça vient l'inverse, d'un côté très, très en pensant à notre bébé et à notre famille. Parce que quand moi, j'arrive à équilibrer et à prendre un peu plus de temps pour moi, pour pouvoir donner à mon enfant, pour pouvoir être présente pour mon bébé et pouvoir vraiment créer ce lien avec lui, il faut déjà que j'ai quelque chose à lui apporter, que j'ai un peu de patience, que je ne sois pas complètement épuisée. Alors, c'est vrai que dans les premiers mois de la vie du bébé, on est 100% dévoué à lui. On est dans une bulle, et c'est naturel que la maman elle est dans une bulle avec le bébé au début, dans les premiers mois de la vie du bébé. J'imagine que si vous avez déjà accouché, vous pouvez peut-être vous identifier avec une situation dans laquelle il est midi et vous avez toujours pas, vous êtes encore en pyjama, ou vous n'êtes pas douché depuis 2 jours, vous n'êtes même pas brossé les dents depuis 1 semaine et vous n'avez sûrement pas eu le temps ni d'aller aux toilettes ni de manger. Et oui, ça arrive, c'est comme ça après l'accouchement. Mais c'est là où on essaie quand même d'équilibrer un peu et de se rappeler que pour pouvoir être présente pour notre bébé et pour pouvoir être présente pour tout le reste aussi de notre famille, il faut qu'on se protège nous-mêmes, il faut qu'on remplisse aussi, qu'on se ressource nous-mêmes. Et pour trouver cet équilibre, on va se faire aider, que ce soit notre mari, que ce soit notre famille, nos amis. Des fois, c'est des femmes professionnelles qui peuvent nous aider et répondre à nos besoins, à nous personnels de maman. Il y a une phrase que j'avais apprise pendant mes études qui m'a toujours beaucoup touchée. On dit qu'il faut un village pour faire grandir un bébé. Et ce que ça veut dire plus profondément, c'est pas que le village va faire grandir le bébé. Il n'a pas besoin de ça. Lui, il a sa maman. Mais le village, il va s'occuper de maman. Il va aider maman à manger. Il va aider maman à se sentir bien émotionnellement, à pas se sentir seule, à pas se sentir isolée, à se sentir comprise et entourée d'amour et de ce qu'elle a besoin. On répond à ses besoins à elle pour qu'en fait, elle puisse répondre aux besoins de son bébé. Voilà, je passe la parole à Cécile. Merci beaucoup, Judith. Avec plaisir. Vous m'entendez bien? Je n'ai pas toujours une super connexion, mais ok, ça va, super. Alors, nouveau bébé, nouveau défi, c'était un peu le titre qu'on a donné à cette conférence, enfin, cette série de conférences. Comment gérer tout ça? Eh bien, la réponse, c'est que on ne gère pas, en fait. Qui a dit qu'on devait tout gérer? Qui a dit qu'il fallait tout contrôler, qu'il fallait avoir la réponse à chaque question, la solution à chaque pleur? Et là, pourtant, la base du contrôle, c'est déjà le lâcher-prise. Mais on va y revenir, parce qu'on doit quand même contrôler quelque chose, un petit peu, un petit semblant de quelque chose. Alors, qui dit besoin de reprendre le contrôle, dit crise. Là, il ne s'agit pas de dépeindre un tableau noir du postpartum, ok? Il s'agit juste d'être alerte à ce qui peut se passer, à ce qui pourrait se passer, à ce qui s'est peut-être déjà passé pour certaines, et connaître en fait quelque part notre ennemi, ok? Connaître ce qui peut générer une crise. Un peu comme, en fait, l'essentiel en fait pour pouvoir gérer une crise, c'est déjà de pouvoir faire la distinction entre ce qu'on peut appeler la maladie et le symptôme. D'accord? C'est-à-dire que il y a après un accouchement beaucoup de pertes de repères, beaucoup de transitions, beaucoup de changements chez moi, chez mon mari, dans notre relation, dans mes relations avec l'extérieur,
dans ma relation avec moi-même. Et il va falloir en fait que je sois alerte et que je sache qu'est-ce qui est la maladie et qu'est-ce qui est le symptôme, qu'est-ce qui est la véritable raison de la crise et qu'est-ce qui m'apparaît à moi comme la raison de la crise. Et pour ça, on dit Medas et Kohar. Le savoir, c'est le pouvoir en fait, c'est la force. À partir du moment où je sais comment fonctionnent les mécanismes, ok, alors quelque part je peux commencer à gérer. Et quels sont les mécanismes naturels qui sont après un accouchement et qui peuvent générer des crises? Il y en a une multitude. Et on va les énoncer. Alors pour certaines, ce sera plus ça, pour d'autres, ce sera plus ça, mais en général, dans la vie d'une femme, et tout le temps, il y a des accouchements, c'est des schémas qui reviennent. Et là, on va parler des bouleversements hormonaux qui créent des changements d'humeur, qui créent de la fatigue, qui créent de l'irritabilité. Il y a la multitude des tâches, auxquelles j'étais peut-être pas forcément préparée. Il y a la pression sociale qui veut de moi que on attend de moi de certaines choses, une certaine responsabilité. Il y a la pression familiale aussi qui pèse. Il y a la pression de mes propres exigences vis-à-vis de moi, qui va me mener en fait tout droit à de l'autoculpabilité très souvent. Mon désir en fait de faire les choses un peu à la perfection. Tout à l'heure, Ruth a parlé de Shlemut. Shlemut, c'est un peu une perfection. Et on a comme ça ce sentiment de devoir faire les choses exactement comme il faut. Perfectionnisme, oublié. Vous savez quel est le meilleur moyen d'être une maman parfaite? C'est de ne pas avoir d'enfants. À partir du moment où vous avez des enfants, vous n'êtes pas une maman parfaite. Parce que forcément, comme eux, on apprend sur le tas et sur eux, mais c'est comme ça, c'est le processus. Il y a les doutes, il y a le décalage entre la joie d'être maman et aussi quelque part le désir d'être un peu choyée comme une enfant. Cette transition, on va y revenir, mais c'est un peu dur de passer de l'un à l'autre. On prend tout ça, on met dans une bouteille, on mélange et ça nous fait un beau cocktail Molotov. Alors, les solutions par rapport à quoi? À ça, c'est quoi? La première des choses, j'ai parlé de lâcher prise. Je vais le dire sous d'autres termes. La première chose déjà, c'est de légitimiser. De légitimiser la situation, de légitimiser mon état, d'accepter, de normaliser, de savoir que je ne peux pas toujours être au top niveau. Que mon couple ne peut pas toujours être au top niveau. Que mon enfant ne peut pas toujours être au top niveau. Et que, en fait, voilà, c'est ce que je vais faire, c'est que je vais normaliser ce qui est en train de se passer maintenant, dans mon corps, dans mon couple, dans ma vie, ok? Ça, c'est le lâcher-prise dont je parlais tout à l'heure. C'est d'apprendre à redonner une légitimité. Parce que chaque crise, en fait, a sa place. Chaque crise qui va venir dans le postpartum, elle s'inscrit dans un contexte de perte de repères. Et c'est pour ça qu'elle a sa place. Elle a sa place. Donc, il ne faut pas culpabiliser de la fatigue, il ne faut pas culpabiliser de son irritabilité ou irascibilité, enfin, appelez-le comme vous voulez. D'abord les nerfs, en bref. De voir parfois ou souvent les choses en noir. On a parfois cette impression, c'est aussi souvent ou hormonal, ou la fatigue. On ne l'a pas dit, mais il y a les nuits aussi qu'on ne fait pas, et puis Simra va en parler, il y a les repas qu'on ne prend pas correctement, etc. etc. En fait, plus on a d'enfants, et plus on va monter en grade dans l'apprentissage du lâcher-prise. C'est la première chose. La deuxième chose, tout simplement, c'est quelque chose auquel on ne pense pas, mais qui est tellement psychique et tellement basique, et qui est de respirer. Là, encore cette semaine, j'avais une patiente qui est venue avec un dossier comme ça de problème. Et puis je l'entends ouvrir un dossier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle attend que je fais? Et moi-même, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir lui régler tous ces dossiers. Et elle me dit, qu'est-ce que je dois faire? Et je lui dis, qu'est-ce qui se passe quand tu respires? Et elle se répond, ah mais je ne respire pas en fait. Et
quelquefois, c'est aussi simple que ça. Comme moi-même, j'étais maman. À un moment, j'ai eu des enfants assez rapprochés, en bas âge. Et à un moment, lui lui sortait du bain, et puis l'autre voulait manger, et puis l'autre, son frère, il avait frappé, et puis ils ont tous commencé à hurler en même temps. Et là, j'étais seule, et mon mari n'était pas là. Et en fait, c'était tout simple. Il fallait juste que je respire. C'est tout. Comment on respire? On inspire du nez et on expire de la bouche. Comme pendant nos contractions. Pour celles qui font une préparation à l'accouchement, il faut savoir que les contractions, elles ne s'arrêtent pas à l'accouchement. Ok, on a l'impression qu'une fois que le bébé est sorti, on en a fini, mais non. On va avoir encore des contractions pendant quelques mois. On va avoir on va avoir les tensions dans le couple. On va avoir les tensions avec notre bébé, on va avoir peut-être des tensions avec sa mère, et puis avec ses beaux-parents, et puis il va y avoir encore quelques contractions. Et là, il va falloir que tout simplement, j'apprenne à respirer. Le troisième point, au niveau du couple, qui est très important, c'est la communication, bien évidemment. Alors, on ne comprend pas pourquoi, justement, après un accouchement, on a tellement de mal à communiquer. Tout part en épingle. Avant, on communiquait très bien. Et puis aujourd'hui, on ne sait pas ce qui s'est passé. Chaque sujet tout est sujet à une dispute, en fait. Et on n'arrive pas malgré tous les efforts. Il faut savoir que le bébé aussi, Hamoud et comme on dit, Poutsi-Moutsi, là, et qu'on a envie de le bouffer et qui est tellement mignon, il apporte en même temps que tout le bonheur qu'il nous apporte, il apporte son lot de complications aussi, et aussi au niveau du couple. Ok, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que? Il y a d'abord en nous-mêmes, il faut savoir de toute façon que dans le couple est un miroir et que ce que je vais rencontrer comme difficulté avec mon conjoint, en réalité, c'est les difficultés très souvent avec lesquelles je me retrouve face à moi-même. Et il y a, par exemple, cette perte de repères qui est due aux transitions dans lesquelles on va passer, la transition de statut. Hier, on était une enfant, puis Tom, on est devenu une femme, et puis demain, on est une mère. Et dans tous ces statuts-là, dans tous ces rôles-là, avec toutes ces casquettes, on avait du mal à se retrouver. On a du mal à se retrouver. On se veut être protectrice avec notre enfant, notre corps est un peu meurtri. On ne se sent pas être une femme, on n'a peut-être pas forcément envie d'être avec notre mari. Parallèlement, on a notre responsabilité d'être mère, mais comme on a dit, il y a un côté de nous qui veut aussi qu'on prenne soin de lui. Et un peu comme une enfant. Et on va passer de ces rôles à l'autre sans réellement savoir qui on est. Il y a comme un peu une perte d'identité là-dedans. Et ça crée de la tension. Ça crée de la tension et ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps jusqu'à ce qu'on remette les choses à leur place et qu'on sache quand sortir sa casquette. Sa casquette de femme, sa casquette de mère et sa casquette de petite fille aussi. Il y a aussi un deuxième point dans lequel on parle, qui paraît un cliché, mais qui est bien réel, qui est bien là. Et c'est souvent le sentiment du papa d'être exclu de la cellule. Ok, c'est-à-dire que pendant la grossesse, ok, alors peut-être on était 3, il était là, il parlait au bébé, tout ce qu'on voulait. Et malgré notre bonne volonté, forcément, après l'accouchement, on est fusionnel avec notre bébé. On est fusionnel, si on l'allaite en plus, alors il y a peut-être davantage de fusion, mais même si on n'allaite pas, il y a beaucoup de fusion. Et puis le papa, il a du mal aussi à trouver sa place, parce que lui aussi, il a changé de statut, il ne faut pas oublier. Tout ce qui nous arrive à nous, il passe aussi par le même processus. Donc, il y a cette frustration qu'il n'arrive pas réellement à trouver sa place. Encore plus si la maman est dans le contrôle, et on va parler dans 2 minutes, mais la maman est dans le contrôle et qu'elle a du mal à déléguer, et qu'elle a du mal à accepter que quelqu'un rentre dans la fusion. Donc, il y a une frustration comme ça
et qui est d'autant plus difficile qu'elle ne va pas être exprimée par le papa. Il ne va jamais nous dire qu'il se sent exclu ou qu'il veut lui aussi avoir de l'attention parce que pour lui, de la vulnérabilité, c'est de la faiblesse donc. Et ça, c'est de la vulnérabilité. Donc, il y a tout ça, il y a tous ces non-dits qui génèrent comme ça de la tension sans même qu'on le sache en fait, sans même qu'on le sache. Et puis, comme je parlais tout à l'heure de maladies et de symptômes, quelquefois ça va exploser parce que la table n'a pas été débarrassée, alors qu'en réalité, ça fait un petit moment qu'on traîne toute cette tension-là. La troisième chose, c'est la conscience brutale de la responsabilité. Okay ? On est rentré à l'hôpital jeune, insouciante, légère, pour celles en tous les cas qui ont leur premier enfant, mais je crois que c'est un schéma qui se répète un peu à chaque grossesse. Et puis on ressort avec une énorme responsabilité dans les mains. Et ce qui est encore une fois, ce qui est vrai pour nous, c'est vrai pour notre conjoint. Et puis il y a quelque part, il y a ce poids qui tombe comme ça, de se dire waouh, je suis responsable d'un petit être, je suis responsable de le faire grandir, je suis responsable de l'éduquer, je suis responsable d'être attentive à ses besoins, je suis responsable de ne pas le faire souffrir. Et parfois, c'est beaucoup. Et par rapport à ça, on va réagir de deux façons. Très souvent, et c'est plus féminin, voilà, pas toujours, mais en général, c'est une réaction qui est plus féminine. De la part de la maman, cette conscience de la responsabilité, la réponse va être une prise de contrôle. Okay ? Une prise de contrôle, le besoin de contrôler complètement, avoir du mal à déléguer, avoir du mal à laisser quelqu'un gérer son bébé, ou même peut-être aussi gérer certaines tâches dans la maison. C'est moi qui ai accouché, c'est moi qui l'ai porté, donc c'est moi qui sais le mieux ce qui est le mieux pour mon bébé. Donc c'est ma place à moi seulement. Et pour peu qu'il y a aussi du perfectionnisme et de l'exigence très haut placée, alors encore plus, j'arrive pas à déléguer. Et alors, il y en a qui vont dire non, et c'est pas vrai, je demande de l'aide, mais il aide pas. Non, tu demandes de l'aide quand tu n'as plus le choix. Tu demandes de l'aide quand tu es déjà sur le tapis. C'est pas là-bas qu'on demande de l'aide, c'est avant que la crise survienne. Alors, je dis pas, ça veut pas dire qu'il doit pas aider quand on est par terre, ok, sur le tapis, il s'agit pas de ça. Et là aussi, il faut savoir pourquoi nos besoins ne sont pas écoutés. Très souvent, la raison pour laquelle nos besoins ne sont pas écoutés, c'est que c'est un peu l'image qu'on montre de nous. On est un roc, on est la maman, on est la guerrière, et sans s'en rendre compte, et qu'au final, c'est ce qu'ils voient. Donc, ok, tu te débrouilles très bien tout seul, pourquoi tu as réellement besoin de moi? Ça, c'est une première option, c'est tomber dans la prise de contrôle. Il y a une autre réaction à la conscience de la responsabilité, qui en général est un peu plus masculine, mais pas toujours, et qui va être la fuite. Qui va être cette peur brutale là, de tout ce à quoi notre parentalité nous engage, et que, pitom, soudainement, le papa va rester plus de temps au travail, il va rester plus de temps chez sa mère, il va rester plus de temps sur son téléphone ou à la télé. Et très souvent, c'est une fuite. C'est une fuite parce que la responsabilité fait peur. On peut parler de tout ça longtemps et il y a des solutions, mais déjà, comme j'ai dit, le savoir, c'est déjà une partie de la solution. Pas toute la solution, mais c'est une partie de la solution. Et puis, je ne peux pas parler des problèmes de couple dans un postpartum sans évidemment traiter un petit peu le problème de l'intimité conjugale. L'intimité conjugale est largement impactée par la grossesse et l'accouchement. D'abord de façon physiologique, okay, mon corps a subi un processus difficile, okay. Donc physiquement parlant, je ne suis pas forcément à même d'avoir des relations, de me rapprocher de mon mari. Y a la contraception, okay, qui peut jouer aussi dans la libido de la femme. Il y a les hormones, bien évidemment, la prolactine que l'allaitement génère, qui aussi bloque la libido. Il y a beaucoup de choses qui viennent au niveau physiologique, qui viennent qui viennent faire un impact. Il y a ce qu'on appelle le dimuy atzmi, c'est-à-dire l'image que j'ai de mon corps. Okay,
l'image que j'ai de mon corps qui, encore une fois, diminue la libido. Pas la libido de mon mari, malgré ce qu'on croit. On croit que c'est le regard de l'homme sur notre corps qui a changé, qui crée une séparation. La plupart du temps, c'est l'inverse. C'est le regard que la femme porte elle-même sur son corps. Et là, il y a une phrase que j'aime bien dire et que je répète à mon mari à chaque accouchement, et même bien longtemps après, et qui est « Je n'ai pas de bourrelet, je porte avec amour les vestiges de ma maternité. » Apprendre à mettre un regard positif sur soi et sur son corps. C'est de là que ça commence, c'est de là que ça finit. Et si on a bien fait le processus, alors aussi dans la chambre conjugale, il y a des chances que ça se finisse bien. Ou que ça commence bien, plutôt, parce que c'est plutôt ça qu'on veut. Ok, dernier point. Dernier point, très important. Je l'ai déjà dit un petit peu par rapport aux hommes, mais c'est aussi par rapport à nous. Vulnérabilité, ça n'est pas synonyme de faiblesse. Alors, mesdames, je vous en supplie, demandez de l'aide. Ça n'est pas une preuve de faiblesse, ça ne veut pas dire que vous assumez mal votre rôle, ça veut dire que vous êtes un être humain qui avait des limites. Vulnérabilité, c'est connaître, le but, c'est de connaître ses limites. Ça requiert une intelligence émotionnelle, de connaître ses limites et de pouvoir demander de l'aide. Et dernière chose, besoin d'aide. Alors quand je dis d'aide, ça peut être de l'aide technique, ok, de m'aider à plier le linge. Ça peut être au niveau affectif, de clairement exprimer. J'ai besoin que tu me prennes dans tes bras. J'ai besoin, moi aussi, d'affection. C'est pas une honte de le dire. C'est pas une honte. Ça veut pas dire qu'on est une enfant. Ça veut dire qu'on est sensible, qu'on est un être humain. Et parfois, on a besoin de soutien. Ok, allez le chercher. Allez le chercher. Et là, je finis sur le dernier point, très très important, la synergie d'un groupe. Ok, il y a dans l'idée de groupe, il y a se retrouver avec ses amis, il y a rencontrer des femmes qui partageons les mêmes soucis, un peu les mêmes difficultés. Très souvent, c'est là-bas qu'on va trouver du soutien. C'est là-bas qu'on va développer de la créativité pour trouver des solutions. Et c'est là-bas tout simplement qu'on va se sentir moins seul. Donc voilà, je vous ai envoyé un peu les grandes lignes. Il y a encore énormément à parler. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser. Mais dans tous les cas, si vous avez retenu 1 ou 2 ou 3 points de ce que j'ai pu dire, je pense que déjà, ça pourra vous aider. Et je passe la parole à Simra. Simra, c'est à toi. Merci beaucoup, Cécile. Alors, je rejoins ce qui a été dit, des difficultés du postpartum qui ont une influence dans les différents domaines de la vie. Et en ce qui me concerne, en tant que diététicienne, donc sur l'alimentation, sur la nutrition et sur le poids. Il y a beaucoup de cercles vicieux, en fait, des choses qui agissent sur d'autres choses, qui agissent sur d'autres choses. Et j'aimerais les détailler ici. Parce que finalement, d'en prendre conscience, ça permet de faire les actions nécessaires pour que ça soit différent, ou bien d'avoir des attentes qui sont plus réalistes et donc de bien mieux vivre cette période du postpartum, que ce soit au niveau de l'alimentation ou du poids. Une chose qui a été beaucoup dite, qu'on ne dira jamais assez, c'est que le manque de temps et le manque de sommeil ont une influence énorme sur tous les domaines de votre vie. Quand on parle du manque de sommeil au niveau alimentaire, ça veut dire faire des mauvais choix alimentaires, c'est ne pas prendre le temps parce que je suis trop fatiguée, je suis épuisée, je ne me rends pas compte que c'est important de bien manger, de prendre soin de moi. La fatigue fait aussi que la maman va grignoter plus et sans forcément se rendre compte que c'est lié à la fatigue. Qu'en fait, elle ne mange pas parce qu'elle a faim, mais parce qu'elle est fatiguée, qu'elle aurait bien besoin d'une petite pause, mais qu'elle ne peut pas forcément se permettre de faire cette pause. Le manque de temps, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que la maman, elle ne prend pas le temps de bien manger. Finalement, il y a un schéma qu'on retrouve chez beaucoup de mamans après accouchement. C'est ce truc que j'entends beaucoup. Je ne sais même plus par où commencer, c'est tellement n'importe quoi. Et en fait, ça va être souvent aussi donc lié au manque de temps.
Et donc, les schémas qu'on retrouve, bien que chaque femme, elle est vraiment complètement individuelle, elle va manger différente de l'une à l'autre, et il n'y a pas deux femmes qui vont manger pareil, on retrouve quand même un schéma qui revient. Le fait de ne pas prendre le temps de manger, le fait de manger vite, le fait de manger debout. J'ai pas le temps de manger, allez, je prends un truc à la va-vite, je mange pendant que je nourris bébé. Du coup, ça fait beaucoup de grignotage. Qui dit grignotage dit que, par exemple, au repas d'après, la maman n'a pas faim. Et du coup, c'est aussi un cercle vicieux que parce qu'elle grignote, non seulement elle culpabilise qu'elle ne se sent pas bien, qu'elle ne mange pas bien, mais en plus, elle n'a peut-être pas faim au repas suivant. Et en fait, s'il y a des grignotages, il va y avoir beaucoup de culpabilité, du stress en plus. Et finalement, sans pour autant, sans juger d'une quelconque manière, c'est un problème. Parce que d'un autre côté, la maman, elle aimerait bien perdre du poids, retrouver sa ligne. Finalement, ça ne s'est peut-être pas forcément fait comme je vous dis à vous. Donc, si vous n'avez pas encore retrouvé la ligne, bah, c'est finalement tout à fait normal. Ça prend du temps. Et peut-être que ce n'est pas ce que vous avez pensé avant l'accouchement. On imagine que les kilos s'envoleront une fois que bébé sera sorti. Ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Et le problème, c'est que les différentes difficultés qui apparaissent fait que non seulement c'est difficile de perdre du poids, mais en plus, il y a beaucoup de mamans, ça c'est quelque chose qu'on n'imagine pas, mais que je vois vraiment énormément. La maman va prendre du poids après l'accouchement. Comme si les kilos de grossesse, ça ne suffisait pas. La maman, elle va encore prendre 5 kilos, 10 kilos, 15 kilos, mais après l'accouchement, à cause de toutes ces difficultés, parce que ce n'est pas évident et que ça a une énorme influence sur l'alimentation et sur la nutrition. Finalement, le fait que l'alimentation n'est pas équilibrée, c'est vraiment un problème. Ce n'est pas seulement que physiquement, il y a un manque, c'est comment la maman elle va se sentir. Mais finalement, au niveau physique, ça fait aussi des carences nutritionnelles. Ce n'est pas seulement une histoire de poids. Au niveau des carences, la maman, elle manque des nutriments et de choses de base. Ça peut agir sur l'humeur. Ça peut agir sur des problèmes comme des chutes de cheveux, problèmes de peau. Beaucoup de mamans se plaignent de chutes de cheveux après l'accouchement. C'est lié à des carences. Et donc, sur l'humeur, comme si tous les bouleversements hormonaux ne suffisaient pas, les carences alimentaires peuvent aussi agir sur l'humeur. Ça peut aussi agir donc, par carence en fer, donc ce qu'on appelle l'anémie. Ça peut agir donc, sur la fatigue. La maman, non seulement elle est fatiguée du manque de sommeil, mais il y a aussi une fatigue liée à une anémie. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Donc, la maman, elle ne mange pas des bons repas et elle manque de force, d'énergie. Et ça va en plus causer encore plus de grignotage parce qu'elle n'a pas les forces, parce qu'elle est fatiguée. Et une autre influence que ça a, c'est finalement que ça pose problème au bon fonctionnement du corps. Vous imaginez bien, le corps, la nourriture, elle n'est pas faite pour rien. C'est pour avoir un bon fonctionnement du corps. Et finalement, si les organes ne peuvent pas bien fonctionner, non seulement c'est un problème en soi, mais aussi au niveau du poids, ça a une énorme influence. Et on le voit beaucoup chez les femmes qui veulent perdre après l'accouchement. Parfois, ça peut bloquer. Et en fait, c'est lié à tout ça, à la fatigue, et donc ralentir non seulement d'un point de vue physique, il y a des mauvais repas, il y a un déséquilibre alimentaire, mais en plus, la fatigue, le manque de sommeil, le stress peut bloquer la perte de poids. Il y a un autre truc que j'aurais voulu mentionner, donc les besoins de réconfort, les envies de sucrer, qui sont des choses tout à fait naturelles et normales, parce que d'un côté, la maman qui veut retrouver du poids, et sous pression, on a parlé tout à l'heure de la pression de la famille, de la société, il y a aussi la pression au niveau de quoi on a besoin d'avoir l'air, de la perte de poids, retrouver la ligne rapidement. Finalement, quand ça c'est pas le cas, ça met beaucoup de stress et beaucoup de pression. Donc la maman qui d'un côté est fatiguée et a du mal à suivre, mais en plus, elle a ce stress qu'elle se met ou que la société lui met il faut retrouver la ligne, il faut faire attention à ce que je mange, mais quand même, c'est pas si compliqué que ça de fermer sa bouche. Non, ça se fait pas exactement comme ça. Et c'est très difficile. C'est important de prendre en compte ses émotions, de prendre en compte ses besoins, parce que l'alimentation est très liée à l'émotionnel. Et lorsque y a un besoin de réconfort,
des besoins divers et variés qui vont donc agir, donc les besoins émotionnels qui vont agir sur l'alimentation, ça va être compliqué d'adapter l'alimentation de manière idéale. Et ça n'a pas toujours besoin d'être idéal, mais voilà, c'est important de se rendre compte qu'on prend en compte ces choses-là. Il y a aussi la maman, et notamment la maman qui allaite, qui donc ne boit pas forcément suffisamment. Parce que dans le rush du quotidien, c'est difficile de prendre parfois quelques instants pour boire. Alors, quand je le dis comme ça, je me dis, mais en fait, ça paraît, vous allez peut-être me dire, mais n'importe quoi, quelques minutes pour boire. C'est quelque chose qu'on voit énormément, énormément. Des mamans qui sont déshydratées, qui ne boivent pas assez. Parce que finalement, d'avoir une bouteille, de prendre des verres et de boire, c'est pas si facile que ça. C'est de l'eau mouvane mais lave, comme on dit en hybride, c'est vraiment pas si évident que ça. Le problème de la déshydratation, ça a plein d'influences donc sur l'humeur, sur le fonctionnement du corps et donc sur les grignotages. Donc, qui dit déshydratation dit que la maman, elle va avoir une tendance à grignoter parce qu'elle a en fait soif. Elle peut confondre la faim et la soif et donc la gestion de l'appétit va être complètement faussée. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui revient régulièrement, c'est de savoir reconnaître vraiment les besoins de son corps parce qu'on est tellement attentif aux besoins du bébé qu'on a du mal à prendre soin de soi et même des choses aussi basiques qui ne sont pas du tout basiques, c'est de savoir quels sont nos besoins, combien j'ai besoin de manger, qu'est-ce que j'ai besoin de manger. Et donc ça a aussi une énorme influence dans le postpartum. On parle beaucoup donc de tout ce qui est régime pour après l'accouchement. C'est très, très important de prendre conscience que perdre du poids peut se faire très facilement, en prenant compte des besoins du moment, sans se priver, sans se restreindre, sans faire de yo-yo après, parce qu'un régime restrictif, il va y avoir un effet yo-yo derrière. Et donc, très important de ne pas se mettre sous pression pour un régime, mais de faire les choses correctement, sans se restreindre, en tenant compte de l'émotionnel, de manière vraiment sereine et qui tient compte des habitudes de la maman et de son appétit, de ses envies, pour que finalement ces objectifs qui vont être réalistes et les attentes qu'elle va se fixer, qu'elle va avoir, vont finalement pouvoir être répondues de la meilleure manière qui soit, dans les temps qui sont réalistes et qui permettent en fait, en étant réalistes, de se donner un minimum de temps ou même un maximum de temps sans se mettre la pression. Donc, pour récapituler les quelques points que j'ai mentionnés ce soir, il y a tellement à dire, mais voilà, je suis obligée de limiter énormément, c'est que finalement, tous les facteurs et la situation elle-même du postpartum fait que l'alimentation de la maman, la nutrition de la maman vont être impactés très fortement. Mais pour autant, il est tout à fait possible, en étant dans un esprit positif, dans un esprit réaliste, de bien manger, de prendre le temps de perdre le poids de grossesse. Et finalement, en prenant le temps de faire les choses correctement, ça veut aussi dire de prendre quelques minutes, parfois c'est juste quelques minutes par jour, pour se préparer une petite assiette. J'aime bien proposer aux mamans de mettre un petit chronomètre. Combien de temps ça va prendre? Je sais que ça paraît très, très dur, mais finalement, parfois, de se prendre 1 ou 2 minutes, chronométrer même, pour mieux préparer son alimentation et se permettre de mieux manger, ça peut avoir une influence et un impact énorme sur le postpartum. Donc voilà, Judith, je te laisse la parole. Merci beaucoup Simra, c'était passionnant, même quand on n'est pas postpartum, c'est tellement bien de se rappeler de boire, de bien manger, d'équilibrer notre alimentation pour notre bien-être physique et émotionnel. Alors, avant de vous laisser la parole, mesdames, parce que je sais que certaines avaient des questions, on a une petite surprise pour vous. Voilà, attendez une seconde. On va la mettre en route, cette surprise. Voilà, ça va se faire dans une seconde. Vous me dites si vous voyez. Ça
fais partage d'écran. Oui, oui, c'est bon. Vous allez pouvoir voir notre bébé à nous. Oui, notre bébé à nous qui ne veut pas s'ouvrir, mais ça va le faire. L'accouchement, parfois, ça demande ça prend du temps, il faut de la patience. patience. Comme le postpartum. Et oui. Respirez. On respire. Vous voyez? On voit, on n'entend pas encore. Allez, c'est parti. Et voilà notre petit bébé, comme elle a dit Ruth. J'aimerais vous présenter ça en 2 mots. Comme vous avez entendu, on a créé la tente des mamans en s'inspirant de la tente rouge dans laquelle les femmes n'étaient jamais seules, ne se sentaient pas seules dans toutes les périodes de leur vie. Et on a créé ce beau projet qui est un atelier de 5 séances dans lesquelles les femmes après l'accouchement se retrouveront avec nous pour approfondir les sujets qu'on a vraiment touchés chacune en 1 seconde et que chacune d'entre nous vous apportera de son professionnalisme. Donc Ruth du côté émotionnel et de comprendre l'accouchement, moi pour plus développer le côté relation parent, maman, bébé. Cécile parlera plus du côté la relation dans le couple, la communication, et Simra de la nutrition et d'avoir une alimentation plus équilibrée. Et surtout, le but, c'est de vraiment vous permettre d'avoir une période postpartum plus équilibrée, vous épanouir, trouver le soutien que vous avez besoin dans cette période-là pour ne pas vous sentir seul, pour ne pas sentir que vous n'avez pas l'aide que vous avez besoin. Et d'une manière, on crée un groupe qui est très intime, donc chacune trouve sa place, chacune a le temps de poser ses questions, de réfléchir. Et évidemment, on apporte beaucoup d'outils qui sont très pratiques que vous pouvez tout de suite commencer à utiliser chez vous et voir les résultats et vous sentir beaucoup mieux et votre bien-être, ça devient de mieux en mieux dans cette période-là. Évidemment qu'à part les séances en groupe, il y a aussi une séance personnelle avec l'une d'entre nous pour pouvoir approfondir un sujet qui vous parle plus ou qui vous dérange plus que vous voulez faire en tête-à-tête avec l'une d'entre nous. Tout ça, on commence Bezrat Hashem, un nouveau groupe, un nouveau cycle dans 3 semaines, Bezrat Hashem. Toutes les femmes qui se sont inscrites à l'atelier avec leur adresse email vont recevoir après l'atelier un mail avec le lien, avec toutes les infos sur l'atelier, comment s'inscrire, les horaires, etc., etc. Regardez bien dans votre spam ou promotion, etc. pour celles qui disent qu'ils n'ont pas reçu les mails précédents. Et sinon, vous pouvez nous contacter en privé par Facebook ou par WhatsApp. Il y a une réduction offerte pour la semaine qui suit et un bonus spécial cadeau pour celles qui vont s'inscrire jusqu'à demain. On offre à chacune des femmes qui vont s'inscrire jusqu'à demain, mis à part la réduction,
4 ateliers online enregistrés de chacune d'entre nous. Donc, Ruth vous offre un atelier sur les relations belle-mère-belle-fille. Moi, je vous offre un atelier sur les relations fraternelles. Cécile, un atelier interactif avec des cartes thérapeutiques pour la communication au sein du couple. Et Simcha pour planifier et équilibrer les repas pour avoir une alimentation plus équilibrée. Donc voilà, je vous laisse la parole, mesdames, si vous avez des questions. C'est le moment. Il y a une dame qui redemandait de réexpliquer les séances de groupe. C'est ça? Les séances de groupe. L'atelier, c'est ça? Je ne sais pas, je ne connais pas son prénom. Bérébi, Madame Bérébi, je crois. Alors, les séances vont se faire en groupe. Ça va être un petit groupe. On veut que ça soit vraiment un groupe intime dans lequel chacune se sent à l'aise pour poser ses questions, pour apprendre, pour se développer personnellement et passer une bonne période postpartum. Ces ateliers vont être menés avec chacune d'entre nous à tour de rôle. Donc, Ruth, moi, Cécile et Simcha et nous 4 dans le 5e atelier. Pour pouvoir vraiment toucher chaque sujet qu'on a soulevé dans cette petite séance-là ce soir, mais de beaucoup plus approfondir ces sujets-là. Il y a le temps de poser des questions, évidemment, pour chacune d'entre vous. Et on est très disponible. Il y a un groupe WhatsApp dans lequel on répond pendant toute la semaine ou tous les 5 semaines de cet atelier et même plus après. On est très présente. Est-ce que ça répond à la question? J'espère. Oui. Parfait. Parfait, parfait. Qui d'autre? Qui d'autre veut partager avec nous ses questions, si nécessaire? Ça peut être lié à chaque domaine ou à un domaine qu'on a présenté ce soir. Super, tout a été super clair alors. Apparemment. Apparemment. C'est-à-dire, il n'y a pas de problème. Alors, on va vous remercier profondément. Oui, il y a quelqu'un qui est en train d'écrire, je vois. Madame Rose. Oui, alors j'attends. Peut-être que vous pouvez ouvrir vos micros si c'est peut-être plus Oui, rapide, vous pouvez ouvrir vos micros si c'est plus facile. Même si vous ne voulez pas ouvrir la vidéo, si vous êtes en pyjama, je comprends, c'est pas grave. Et au moins qu'on vous entend. Bien sûr. Ah, ça, c'est une bonne question. Ça, c'est la question $1 million. Alors... Comment faire pour s'occuper de soi quand on n'a pas le temps avec les enfants? Et tout. Ouais, parce que le et tout, il a son importance. On peut y répondre chacune d'entre nous. Qui c'est qui veut y aller? Très bonne question, oui, effectivement. Okay. Je vais y aller et je vous laisse me compléter après. On a, comme Ruth, Simcha et Cécile ont dit, comme moi aussi j'ai dit de manière un peu indirecte, ces attentes-là qu'on se met sur notre épaule, sur nos épaules ou sur notre tête, de tout faire, le et tout, voilà, de tout faire et de tout réussir à gérer, c'est pas réel, ça n'existe pas. C'est pas possible, on peut pas tout faire, jamais, ça n'existe pas, dans aucun cas on peut tout faire. Et c'est là où on apprend à avoir des priorités. Et dans ces priorités-là, ça va être très personnel. Il y a des femmes qui vont mettre plus de temps pour leur couple. Il y a des femmes qui vont mettre plus de temps pour elles-mêmes. Il y a des femmes plus pour leurs enfants, etc., etc. L'essentiel, c'est de garder un équilibre qui nous permet de se sentir en harmonie avec tout. Est-ce qu'on n'oublie pas des parties en nous? Il y a ce qui s'appelle, après l'accouchement, on dit que la femme, elle a 3 parties en elle qui sont créées dans son esprit. Il y a le côté personnel, donc toutes les relations qu'elle a avec les personnes importantes dans sa vie. Il y a le côté professionnel. C'est pas forcément, si on ne travaille pas, ça peut être aussi un hobby ou bénévolat, ce qu'on aime faire, ce qu'on sait faire. Et il y a le côté maternel, donc notre rôle de maman. Et ces 3 parties-là, elles doivent être toujours équilibrées. Alors, c'est vrai que par moment, on est un peu plus sur le côté personnel ou un peu plus sur le côté professionnel ou maternel. Mais à la base, pour créer une harmonie et être une personne qui vit sereinement, c'est créer cet équilibre entre ces 3 parties-là en nous.
Ok. Donc, oui, c'est vrai, des fois, les enfants demandent un peu plus de temps. Donc, si pendant 3 jours, on était à bout parce qu'il y en avait un qui était malade, l'autre qui avait un examen, l'autre qui avait ci, l'autre qui avait ça, et bien le 4e jour, on va s'occuper de nous-mêmes. On va sortir en couple, on va prendre une journée de pause, on va trouver un moyen d'équilibrer entre toutes ces parties-là qui existent en nous. J'espère que ça répond. Si quelqu'un veut rajouter. J'aurais peut-être juste dit, effectivement, maman, enfin, vraiment en complément de ce que tu dis, Judith, parce que c'est sûr que c'est la base. De toutes les façons, on a des périodes dans la vie. Elles sont comme ça, et puis quand elles sont comme ça, on a l'impression que ça va rester et qu'on va être englouti toute sa vie. Non, les enfants grandissent et puis ils deviennent un peu plus indépendants et puis on ose un peu plus les laisser. Donc déjà, si on se retrouve un peu dans ce cocon-là où on se sent un peu étouffé, bon, déjà, il faut savoir que c'est temporaire. C'est temporaire et aujourd'hui, on est connecté à notre rôle de maman et c'est pour ça qu'on se retrouve là-bas. Ce qui ne veut pas dire que si vraiment on se retrouve un peu étouffé, en fait, oppressé, qu'il ne faut pas écouter ce que son corps nous dit. Et là, effectivement, voilà, comme je disais, il va falloir aller chercher de l'aide. Le problème, il n'est pas dans le temps. Le problème, il est dans le manque d'écoute qu'on a de nous-mêmes et qu'on a tendance à balayer sous le tapis nos besoins et faire passer tout le reste en priorité. Et il y a sûrement dans la grande liste de priorités, là, il y a sûrement des choses qu'on peut enlever à notre bénéfice. Il faut vérifier sa liste de priorités. Et parfois, il ne suffit pas de grand-chose. Il suffit pas, on ne parle pas de partir 3 semaines à Honolulu, oui. Quelquefois, il faut juste peut-être 1 heure pour aller se promener, 1 demi-heure juste pour prendre un bain ou pour se laver les cheveux. Madame Bérébi, qui disait qu'elle n'avait pas eu le temps de se laver les cheveux depuis 1 semaine. Quelquefois, ça va être 10 minutes, juste pour s'asseoir dans le fauteuil, écouter un peu de musique, quelque chose une relaxation, et c'est reparti. Quotidiennement, il faut au moins pour soi essayer de se trouver un petit truc qui n'est que pour soi. Parce que c'est se trouver à nous que on est importante à nos yeux, et rien que ça, ça nous donne la force de continuer jusqu'à ce que ça s'aplanisse et qu'on puisse plus profiter, plus prendre soin de soi, ce qui s'appelle profiter. Voilà. Merci Cécile. Ruth, tu veux répondre à Elisheva? Je voulais intervenir. La question que cette dame pose, c'est comment faire pour s'occuper de soi quand on n'a pas le temps de s'occuper des enfants. Oui, c'est ça, et tout. Mais j'ai envie de l'inverser. Comment peut-on s'occuper de tout et des enfants si à la base, on ne s'est pas occupé de soi? Ce n'est pas possible. C'est tout simplement pas possible. Si on n'a pas dormi, on n'a pas mangé, on n'a pas respiré, il n'y a pas moi. Le moi n'est pas là. Donc oui, on peut être un robot, quoi qu'on ne soit pas programmé pour ça, mais le robot, il va péter un câble à un moment. Et donc, il va devenir agressif. J'ai une dame de New York qui nous a contactés justement pour faire partie de la prochaine session et qui m'a dit, moi, j'ai déjà vu l'histoire avec mes 2 premiers enfants, je ne veux pas devenir un monstre et être agressive et ne plus me ressembler. Donc, à la base, elle a compris que oui, c'est possible de rester soi-même, de ne pas être déformé par ce qu'on pense être un manque de temps, qui en fait est une manque de, comme le disait si bien Cécile, un manque de liste de priorités. Et ça, je vous encourage à le faire. Faites la liste ça prend 2-3 minutes, une liste de vos priorités. Priorité, si on réfléchit bien, c'est de respirer, c'est de dormir et c'est de manger. On peut rester longtemps sans manger, mais pas sans dormir. Et sans respirer, ce n'est pas possible non plus. Mais alors, pas du tout. Donc, à la base, on aplatit les choses. On respire, on prend du recul. Oui, il y a beaucoup de choses à faire. Mais qui a dit qu'on doit tout faire? Et surtout, laisser de côté la culpabilité. Parce que ça nous enlève des forces. Venez, on commence par éviter de se faire prendre toute notre énergie comme ça, un peu ci, un peu là, les téléphones, les réseaux sociaux. Bon, il y en a besoin aussi, c'est pas ce que je veux dire, mais
arriver vraiment à voir c'est quoi ma priorité, de quoi j'ai besoin. Et là, ça remet les choses un petit peu à leur place. Et quand les choses sont à leur place, hop, le rôle de chaque chose va remplir l'harmonie de comment on se sent soi-même, donc comment se sent notre couple et notre enfant. C'est la pyramide de tous nos besoins. Voilà, on a d'autres questions, mais pour Simcha, excuse-moi. Je rajouterais juste un petit un élément à tout ça, c'est que finalement, à travers les prochains ateliers de l'attente des mamans, on va aussi apporter des outils en plus. Il y a la prise de conscience, il y a la légitimation. Il y a aussi parfois remettre les choses au clair pour que finalement, au quotidien, que ce soit dans n'importe quel domaine personnel, le couple ou l'enfant, ou la relation parent-enfant, ou au niveau de l'alimentation, que ce soit clair, qu'on sache où on va, qu'on sache comment faire les choses, parce que finalement, il y a des choses qui, nous, en tant que professionnels, parfois, ça nous paraît plus simple ou quoi, mais finalement, si vous ne le savez pas, si on ne vous l'a pas dit, si on ne vous l'a pas expliqué, ça peut être... vous ne pouvez pas forcément l'inventer. Et je vois qu'il y a beaucoup de questions dans le chat ou des commentaires, et il y a une dame qui nous dit je ne sais pas si le postpartum peut bien se vivre, et donc vous posez la question. Je pense que non seulement on a envie de vous apporter cette énergie et ces outils, mais je crois que la meilleure manière de répondre à cette question, c'est de vous raconter l'impact qu'ont eu les derniers groupes de l'attente des mamans qui nous ont dit qu'elles ne pouvaient même pas imaginer vivre tellement bien ce postpartum, ils ont parlé que c'était la lumière au bout du tunnel, que c'était un épanouissement, et je crois que ça, pour nous, c'est toujours un grand bonheur d'entendre voilà, les femmes nous dire qu'après ce processus des 5 ateliers qu'on vous propose, que ça permet, oui, de répondre aux différents éléments. Parce que, voilà. Si on a créé l'attente des mamans, c'est qu'on y croit. Sinon, on ne serait pas là avec vous ce soir, qu'on peut avoir un bon postpartum. Exactement. Et alors, ne serait-ce que les amitiés qui se sont créées entre les mamans, et comment on voit l'évolution au fur et à mesure des séances de justement ces questions, ces craintes, ce côté un petit peu... ça se dénote dans l'énergie de vos questions. Au fur et à mesure, tout est pris de façon beaucoup plus légère et avec beaucoup plus d'humour. Et j'en ai pas parlé, mais le fait de se comparer par rapport aux autres mamans qui font bien mieux que moi, qui sont bien plus minces, bien plus organisées, dans le groupe, elles se sont rendues compte il y a eu plusieurs sessions, mais la dernière session, ça a été vraiment flagrant. Elles se sont rendues compte à quel point elles se ressemblaient dans leurs différences aussi, mais à quel point elles étaient unies dans leurs difficultés. Et ça a créé beaucoup d'humour, beaucoup de légèreté, beaucoup d'amour aussi. Et ça a fait qu'on a fait une suite à l'attente des mamans et elles ne veulent plus s'arrêter. Donc, c'est un vrai bonheur. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour poser sa question? Parce qu'on n'arrivera pas à tout lire et à répondre à tout. Peut-être une dernière question qui va regrouper un petit peu. Alors, je vois qu'au niveau technique, Madame Berebi nous pose la question. Oui, alors les ateliers commencent le 21 juin, effectivement. C'est un mardi. C'est 5 semaines à partir de ce mardi-là, sur le plan technique. Je pense qu'on a répondu aux questions de tout le monde. Il y a juste une question de Myriam, comment gérer la frustration de l'alimentation quand on fait du diabète gestationnel? En 2 mots vraiment, parce que c'est un sujet en soi, et je me ferai un plaisir de répondre peut-être en privé, mais le diabète gestationnel, c'est déjà important de savoir comment bien manger pour répondre aux besoins du diabète. Et en fait, la frustration n'est vraiment pas nécessaire. Et c'est une des choses qu'on travaille dans l'atelier, c'est de comprendre que dans le cadre de ce qu'on mange, que ce soit une bonne alimentation équilibrée ou avec certaines contraintes qui en fait ressemblent beaucoup à l'alimentation émotionnelle quand même, ça peut tout à fait être géré sans frustration. C'est marrant, j'en parlais justement aujourd'hui avec quelqu'un que finalement le diabète gestationnel ça fait peur, mais que finalement une fois que vous l'avez géré, c'est beaucoup plus simple. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question, Myriam.
Il y avait peut-être aussi une question peut-être plus pour Ruth. Les noms, j'arrive pas à comprendre les noms, c'est des essentiels, des initiales. Mais la maman dit, la période de la grossesse m'est très difficile, je ne me reconnais plus, même en me posant la question de comment je me sens et quels sont les besoins, je n'arrive plus à y répondre alors qu'avant de la grossesse, j'étais super épanouie. C'est très perturbant. Avez-vous un petit conseil pour essayer de me vivre cette période? Oui, je crois que c'est pour toi ça. Oh, oui, ben, il est fort possible qu'il y ait quelque chose qui se cache là-bas derrière. Et j'en parlais tout à l'heure, on se dit c'est pas forcément la bonne période pour que les vieux dossiers ressortent de sous le tapis. Mais parfois, ça se passe comme ça. Et c'est pour ça que je parle de période qui va nous permettre de prendre, qui va être comme un tremplin. Oui, on se sent submergé par, on ne sait plus où on en est, vraiment. On est dans la pénombre totale, il n'y a plus de repères du coup, on se sent perdu, c'est très dur, seul, mais à la fois, il suffit vraiment d'une petite étincelle, de parler avec la bonne personne au bon moment, pour arriver à relativiser, à déculpabiliser par contre, et à légitimiser cette période. Oui, c'est vrai que c'est bouleversant. Oui, c'est vrai que c'est souvent un sujet tabou à qui on ne sait pas forcément à qui en parler. Mais sachez que, si ça peut vous soulager, qu'on est pratiquement toutes passées par là au moins une fois. Toutes. Donc, mais ça, on ne le sait pas forcément, parce qu'on se croit seul et isolé. On a un problème, oh, je dois avoir un problème, oh, c'est parce que ma famille comme ci, c'est parce que ma mère comme ça. Pas forcément, pas forcément. Il ne faut pas non plus penser que ça y est, je sombre, c'est fini, j'arrive plus à me connecter à moi-même. Déjà en soi, la question, elle est bien construite. Déjà en soi, vous avez de la conscience. Vous pouvez pouvoir poser une question aussi précise. Oui, c'est perturbant. Mais un des principes de la psychologie juive veut que nous allions, pour pouvoir aller mieux, veut que nous allions toucher la douleur. Et ça, c'est essentiel. Dans le monde dans lequel nous vivons, on évite d'avoir mal, on évite la difficulté, on évite de se rendre compte de ce qui nous perturbe. Non. La solution, c'est d'aller toucher la douleur. Dit comme ça peut paraître bizarre, mais ça veut dire d'en parler, de l'accepter, même si ça fait mal. Il y a un exercice qui est extraordinaire que je fais faire en préparation à l'accouchement, c'est de prendre une balle de tennis. La maman est allongée, d'accord, sur le sol, et elle se met elle-même une balle de tennis au niveau de l'omoplate. C'est quoi l'histoire? Et plus elle va accepter cette balle de tennis, plus elle va respirer. Elle va accepter cette douleur parce que c'est vraiment pas simple d'avoir une balle comme ça. Faites l'exercice. Au fur et à mesure, au bout de 5-10 minutes, parfois un quart d'heure, on dirait que la balle de tennis s'est fondue dans le corps. On la sent presque plus. Et ça, c'est le principe d'accepter la douleur et d'aller toucher la douleur. Et après coup, on se rend compte que on peut tout accepter, tout vivre presque, avec de la patience, avec de l'amour, en se sentant entouré et en se servant aussi de nos émotions. Parce que nos émotions, elles sont là justement comme un guide, comme une boussole. N'ayez pas peur de vos émotions, de votre colère, de votre frustration. Servez-vous-en. Et de la douleur et des difficultés, de la même façon. C'est vraiment un tremplin pour sauter, pour grandir et pour, à votre tour, pouvoir continuer avec un état de sérénité malgré les fluctuations, les hauts et les bas. Il y a des hauts, il y a des bas. On est en vie. Avoir mal, c'est aussi être en vie. Surmonter des difficultés, c'est aussi grandir. Donc, en avant pour la belle aventure. C'est tout ce qu'il me reste à dire. Vraiment, si vous avez aussi envie d'écouter certains témoignages écrits, parlés, des mamans précédentes et actuelles de la tente des mamans, parce que c'est vraiment une famille, la tente des mamans, qui au fur et à mesure s'agrandit. Vous pouvez en privé nous demander de vous faire des connexions comme ça et on se fera une joie
vous transmettre les témoignages. Je crois qu'on peut encore en parler pendant des heures et des heures. Mais je pense qu'il y a des choses dont il faut parler plus en profondeur. On ne peut pas tout traiter sur un pied. Donc, on vous invite à suivre. Je crois que ces mamans, elles sont sur le groupe. Judith, comment ça se passe? J'ai mis sur le groupe et j'envoie dans l'heure qui suit, même pas par mail, à toutes les femmes qui ont été inscrites. Voilà. Ok. D'accord. On vous invite comme Ruth l'a dit, à aller voir éventuellement les commentaires pour savoir peut-être mieux à quoi vous attendre, à prendre contact avec l'une de nous si jamais vous voulez avoir plus de détails. Et on espère vous revoir très, très prochainement avec nous. Voilà. Merci à tous. Une bonne soirée. À bientôt. À bientôt.